Salut l'équipe, c'est la fin du match 5 de ces finales NBA, des finales NBA où on se régale, n'en déplaise à ceux à qui manque LeBron James, Kevin Durant ou d'autres. En tout cas, on vit des finales où on se régale et justement, on est là pour en parler après un nouveau match 5 extraordinaire. Je pèse mes mots. Les Bucks mènent pour la première fois de ces finales et on a l'impression que c'est au meilleur des moments. Avec moi pour en parler, je n'ai pas Thomas Dufin parce qu'il est à un mariage, comme ça arrive, mais j'ai l'excellent Alan avec nous d'envergure. Alan, comment ça va? Ça va et toi, Erwan? Gros match là. T'es régalé, hein? On s'est régalé. Ouais, franchement, on a fait un vrai bon match. On avait un super match. Alors, comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur tout le déroulé de ce match, mais on va commencer, comme on l'a fait lors du dernier match, par le Money Time, parce qu'on a eu un vrai Money Time, même si on a vu les Suns souffrir. Les Suns se sont offerts, ça nous frustre un peu, ou auraient pu peut-être s'offrir un vrai Money Time. Ils ont eu en tout cas la balle de match dans les mains. Ça a été une fin de match un peu faux folle. Les Suns sont revenus, les Bucks ont un petit peu les Bucks ont un petit peu peut-être bégayé. Au final, c'est les Bucks qui s'en sortent, mais il y a eu un vrai Money Time avec la balle pour passer devant à 10 secondes de la fin pour Devin Booker. Ouais, avant le dunk de Giannis, le alley-oop là, sur l'interception après la perte de balle de Booker, ils sont sur un 13-2 Phoenix sur la fin de match, alors que je pense qu'on pensait tous que c'était pas plié, mais quasiment. Middleton, il mettait des gros tirs, Giannis mettait des gros tirs. Et en fait, non, ils ont réussi à revenir par combinaison de mauvais choix, lancers francs ratés par Milwaukee et eux qui trouvent des bons tirs et Booker qui met des gros tirs. Comme tu dis, ils se donnent la possibilité d'avoir la balle de match. Ils l'ont. Ils prennent leur bon offensif sur le raté de Jrue Holiday. Ils ont 29 secondes, je crois. Et puis Booker, il perd la balle. Alors, on va revenir là-dessus. On a déjà, alors que ça fait à peine quelques minutes que c'est fini, on a déjà pas mal débattu sur ce choix-là. Comment tu la vois, cette action de Devin Booker? Il veut aller dans son jardin, sur le mid-range. J'ai l'impression qu'il y arrive dans ce jardin-là. Et là, je le sens gourmand. Il rajoute un pas. Il se rapproche presque trop. Je sais pas, c'est la sensation qu'on a. Il bat Tucker sur le premier pas. Il bat Tucker il part main gauche. Giannis et Tucker sautent pas. Donc, il n'y a pas de possibilité pour Booker d'aller prendre la faute et d'aller sur la ligne. Ils sont à -1 et le bonus. Donc, s'il y a faute, Booker a 2 lancers francs. Ils peuvent passer devant. Et puis, en fait, il s'avance trop. Tu as raison, et tu me l'as dit en quasiment direct, il peut s'élever avant. En fait, tu as l'impression qu'il peut s'élever avant pour shooter à mi-distance. Puis, Jrue Holiday qui fait l'action clé du match, les mains actives, loin du ballon. C'est pourquoi il a été recruté, parce que c'est un des meilleurs défenseurs sur l'homme, en aide. Et ça vient ponctuer un match, un de ses meilleurs matchs que j'ai vu dans ces playoffs. Ouais, et clairement, le meilleur match de ces finales, lui qui passait beaucoup de travers, en tout cas offensivement. Il a encore fait un match énorme ce soir. On va revenir sur cette aide. Je veux vraiment qu'on décortique un petit peu cette action et la suite de l'action. Donc, oui, Tucker sur Booker, battu sur le premier pas. On voit que Booker tergiverse un peu, il a un peu d'espace. Et cet espace-là, moi, j'aurais aimé qu'il s'en serve pour s'élever. Et du coup, il rajoute 2 dribbles de plus, il ferme, il se retrouve un peu fermé. Et là, il est complètement coupé. Je pense que dans sa tête, il pense que Holiday est en strict sur Chris Paul, qui lui est plutôt à droite dans sa fin de match. Donc il dit, jamais Jrue Holiday va venir faire une aide directe. Pourtant, c'est ce que fait Jrue Holiday. Superbe lecture de Jrue Holiday. Peut-être qu'il pense pouvoir se retourner, faire un turnaround, tu vois. Et en fait, il est déjà là. Et Holiday est déjà dans ses jambes. Exactement. Donc, c'est risqué parce que si il est pris au moment où Jrue Holiday est pris par Booker, c'est-à-dire qu'il y a un retour de passe facile, il y a un grand tir ouvert pour Chris Paul. Donc, le timing et la lecture est parfaite du Jrue Holiday. Interception. Donc là, déjà, tu as une balle de match pour passer devant, alors que c'est presque inespéré. Tu shootes pas. C'est peut-être le pire truc au basket quand tu as une balle de match. De pas la jouer, de pas tirer. Et derrière, à cette contre-attaque, ce alley-oop de Jrue Holiday qui met une galette pour Giannis Antetokounmpo. +3, rien n'est fait, mais il y a Chris Paul qui a la belle idée d'aller faire faute sur Giannis alors qu'il est déjà en train d'écraser le ballon dans le cercle. Je sais pas, il lui tamponne le ventre et tout, c'est... Il monte même pas au contre. Bon, on va pas lui reprocher de ne pas être monté au contre. Mais il y a les hoops, t'es à -3, t'es temps mort, et t'as encore un tir pour égaliser. Là, tu donnes un lancer franc. Voilà, je sais pas, c'est la saute de concentration. Enfin, je vois que ça qui peut s'expliquer. La fatigue du match, l'accumulation des efforts et tout, il perd un peu la notion du temps, la notion du score, t'as l'impression, ce qui est assez ouf. Puis il fait faute, il panique, ça se voit. À aucun moment, il peut se dire qu'il va empêcher Giannis de monter au dunk là-dessus, en fait. Il fait faute sans vraiment savoir pourquoi. Et en fait, ça tue pas encore le match, puisque Giannis, il loupe le lancer, en fait. Certes. Mais il loupe le lancer, mais derrière, il souffre. Et comme ils ont énormément souffert sur sa fin de match et sur ce fameux rouleau compresseur que sont les Bucks, sur le rebond offensif, notamment, ils ont énormément souffert. Et donc, du coup, il y a rebond offensif. Et là, pour le coup, le match est plié. Même si Middleton ne fera que 1 sur 2, ça fera +4. Complètement. Est-ce que tu as l'impression que
Dans l'ensemble, c'est un match qui se joue finalement, on vient de l'expliquer, avec cette perte de balle, sur la loupe de Giannis, ces lancers de Middleton. Est-ce que tu as l'impression quand même que les Bucks méritent cette victoire ? Ouais. Oui, parce qu'ils sont à moins 16 à la fin du premier quart-temps. Alors oui, ils sont remis dans le match parce que Phoenix a des ajustements, il fait une entame de deuxième quart-temps horrible, fait un troisième quart-temps très moyen et franchement, on a dit souvent, beaucoup de spécialistes ont dit que sur les 4 premiers matchs, Phoenix était sûrement la meilleure équipe et celle qui jouait le mieux, mais Milwaukee avait réussi à en gagner 2 par des qualités athlétiques, des qualités de combat, des qualités tout ça. Ce soir, j'ai pas trouvé que l'écart de niveau de jeu, il était grand entre les deux équipes. Je trouvais Phoenix franchement excellent dans le premier quart-temps, après un peu un trou d'air, mais solide dans la deuxième mi-temps globalement. Et j'ai trouvé franchement Milwaukee en diesel sur les 3 derniers quart-temps, c'était la meilleure équipe sur le terrain. Franchement, hein, sur les sauf sur ces quelques minutes où ils sont un peu peur, mais je suis assez d'accord avec toi. On va revenir maintenant sur le déroulé du match. Qu'est-ce que tu attendais, toi, de ce début de match après le match 4, où notamment on avait vu Chris Paul complètement déchiré? Qu'est-ce que tu attendais, toi, notamment de l'entame de ce match-là, côté Suns ou côté Bucks? J'attendais ce qui s'est passé, en fait. J'attendais Phoenix qui arrivait à se créer des bons tirs par Chris Paul, qui arrivait à mettre ses coéquipiers dans de bonnes dispositions. Il a bien responsabilisé Crowder sur le début de match, Ayton aussi. Booker, en scoreur, en isolation, de toute façon, on sait que c'est un joueur élite, et même au niveau des playoffs, donc ce qu'il a fait. Je dis pas que ça me surprend, je dis qu'il faut surtout pas banaliser ce que fait Booker, mais les paniers qu'il met, c'est incroyable parce que c'est un attaquant incroyable. Mais je m'attendais à ça. Les Bucks, je les ai trouvés comme pas mal de premiers cartons. Ils étaient dans la réaction plus que dans l'action. Ils mettaient pas trop dedans. Et puis en fait, c'est quand il y a le début de deuxième quart-temps que Ayton sort, que Booker sort, sans ces deux joueurs-là. Alors, moi, sur ce premier quart-temps, je suis agréablement surpris, pas par Chris Paul. On va reparler après de son match un peu plus en détail. Je trouve que l'entame des Suns, elle est parfaite, tu l'as dit. Jay Crowder trouve de l'adresse. Ouais. On verra par la suite, et c'est un peu un rituel par moment dans ces playoffs-là, c'est que quand Jay Crowder trouve beaucoup d'adresse en premier quart-temps, ensuite il se grise un peu. Série, ouais. Il se grise un peu. Je trouve que l'entame offensive est bonne. Je trouve que l'entame défensive est excellente. Ouais. Michael Bridges fait un taf énorme de pression sur Middleton. On fait l'effort de passer au-dessus sur les écrans, on lui laisse très peu d'espace. Ayton contrôle très bien la raquette et tout le monde tient ses duels. Et cette entame-là, il y a un écart qui se creuse parce que, oui, ils mettent dedans, mais ils mettent dedans parce qu'ils se donnent aussi des munitions défensivement. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment tu peux faire un premier quart-temps aussi complet, aussi abouti, et dès le deuxième quart-temps, exploser comme ça. Parce que dans le deuxième quart-temps, c'est pas les Bucks qui commencent à faire un rapproché, les Bucks explosent complètement les Suns. D'ailleurs, je me suis noté, j'ai l'impression que le deuxième quart-temps des Bucks est meilleur que le premier quart-temps des Suns. Ouais. On est d'accord avec ça. Mais pour toi, le deuxième quart-temps, c'est plus une mauvaise passe des Suns qu'une très bonne passe des Bucks. Ce qui est très intéressant dans ce deuxième quart-temps, et ça va, je pense, conditionner la suite du match et les choix de Monty Williams, c'est que Ayton fait tout le premier quart-temps. Ouais, 12 minutes. Il sort. Début de deuxième, il faut le faire souffler, le grand pépère, parce qu'il ne va pas beaucoup souffler sur ce match-là. Il sort, il se retrouve à jouer small ball avec Chris Paul et 5, comme tu me disais, 5 shooters autour, donc pas de créateurs. Ouais. Et là, le passage est catastrophique. En même temps, je pense que les Bucks, eux, jouent grand à ce moment-là. Il y a Giannis, il y a Brook Lopez, il y a Bobby Portis sur le terrain. Et ils sont massacrés. Ouais. Ils sont massacrés. Il y a défensivement, ils souffrent énormément. Ils sont moins maîtres du rebond. Et là, ils prennent un éclat terrible. Ils remettent, le momentum change très vite. Et ce deuxième quart-temps, ça devient un calvaire pour les Suns. Mais moi, je trouve aussi que du coup, les Bucks jouent tellement juste. C'est chirurgical. Et ça sera le cas comme ça jusqu'à la fin du match. Je trouve qu'ils ont parfaitement ciblé là où ils voulaient. Et là, pour le coup, la réaction de Bud, en plein match, de dire... Ok, Ayton sort, on sait qu'il n'y a pas de rotation, il veut vraiment plus faire jouer Kaminsky. Nous, on répond à ça en jouant grand. On va jouer grand, mais je vois aussi avec des gars qui peuvent tirer. Portis et Lopez, ça te permet quand même d'étirer le terrain et de laisser Giannis qui peut driver. Mais très grand quand même sur les rebonds et sur la transition. Sur les rebonds et sur les deuxièmes chances, Pat Connaughton, PJ Tucker, qui dominent le rebond. En fait, pas vraiment dans les stats, on regardait, mais dans l'impression visuelle, tu as l'impression qu'il se crée des secondes chances. En fait, Chris Paul, ils aiment le cacher sur Connaughton ou sur Tucker, mais en fait, à cause de ça, il se fait attaquer au rebond offensif, ça peut donner des deuxièmes chances pour remonter direct après. Et ouais, comme tu l'as dit, le deuxième quart-temps, en fait, il tente. Ce que moi, je pense que c'est la bonne solution, parce que je veux pas voir Frank Kaminsky sur le terrain.
je pense pas que c'est une bonne idée. Il s'est fait attaquer dans tout le match 3. Je pense pas que c'est une bonne solution. Tu dois vivre malheureusement. Si tu mets Chris Paul sans Booker et sans Ayton, bah, tu dois vivre dans Chris Paul qui crée et qui après fait du drive and kick pour Johnson, Craig, Bridges, Crowder. Mais si ces mecs-là mettent pas dedans, eh ben, c'est pas possible. Et en plus, ce qui a été surprenant, tu le disais, en fait, il y a des passages de Crowder, Craig qui défendent pas, qui se replient pas défensivement. Autant tu peux pas mettre tes tirs, mais il y avait une espèce il y a eu un changement d'attitude entre le premier et le deuxième quart-temps qui a été très difficile à comprendre. Complètement. Côté Suns, par contre, côté Bucks, il y a un mec aussi qui sonne la révolte. Alors certes, il joue grand face au small ball des Bucks, des Suns, et ça marche, mais il y a Jrue Holiday qui sonne la révolte. Et qui, on savait, qui, dans le premier quart-temps, on l'a vu, continue à mettre la pression sur Chris Paul. Et honnêtement, il le dérange, même si Chris Paul, statistiquement parlant, va faire un match correct, va remettre les Suns avec Booker dans le fin de match et pour qu'ils s'offrent notamment ce fameux money time. Mais le début de match de Chris Paul, il est encore très compliqué, alors qu'à l'inverse, Jrue Holiday, dans le deuxième quart-temps, sonne la révolte avec une énorme adresse et il remet complètement son équipe dans le coup. Ouais, il y a, je crois, 18-7 à la mi-temps, quasiment. Il rate pas, il met 2-3 points, il est à 7 sur 10 au tir. Non, il a été incroyable défensivement, il faisait déjà du bon travail sur Chris Paul. Chris Paul ne s'est jamais vraiment mis dedans il sort avec une feuille de stats qui est plutôt belle et tout ça, mais si on regarde l'impression visuelle, elle est assez différente. J'ai l'impression qu'il s'est jamais vraiment mis dedans. Il est pas à l'aise parce qu'il le défend super bien. Et offensivement, avec confiance sur du drive, sur du espèce de mid-range en se décalant, en allant sur son... il est grand, il est puissant, il peut aller un peu là où il veut. Si tu mets Cam Payne ou Chris Paul dessus, il pourra driver, aller facilement où il veut. Il a été clé dans ce moment-là du match parce que faut pas oublier, ils sont à moins 16 au début du quart-temps, ou même moins 18 à un moment, et à la moitié du deuxième quart, ils sont devant. C'est-à-dire qu'en 6 minutes, ils ont rattrapé quasiment 20 points. Il y a 20 points d'écart entre la fin du premier quart-temps et la mi-temps. Il y a 20 points d'écart. On peut aussi noter le beau passage de Jeff Teague, qui est vraiment dans le premier réussi, quart-temps. vraiment. Et Mike Budenholzer se dit, OK, d'accord, j'ai essayé, ça marche pas. Exactement. Et du coup, c'est peut-être aussi l'effet catastrophique de Jeff Teague sur l'équipe qui dit, OK, création à Middleton et Jrue Holiday. Complètement. Je sors complètement Jeff Teague de la rotation, donc je joue grand. Ça a marché. Et surtout, ce qu'on a aimé, c'est que Giannis, dans ce moment-là, prend les miettes. Toujours impressionnant défensivement, sur du rebond, sur de la course dans la transition. Mais par contre, il a dit, Holiday, Middleton, vous êtes dans la création, vous êtes bien. Je vous laisse vous régaler. Moi, je vais faire encore une fois le sale boulot et prendre les miettes. En pick and roll, de toute façon, c'est un peu le fantasme, le pick and roll où Giannis pose l'écran et ensuite tu peux soit lui redonner la balle pour qu'il aille au cercle ou alors, tellement la défense a peur de Giannis, elle va un peu défendre moins dur sur Middleton et Holiday. Il suffit que Middleton et Holiday mettent dedans sur du petit pull-up à mi-distance ou sur du 3 points, c'est létal. Et Giannis, comme tu l'as dit, on banalise Giannis. Giannis, il est encore une fois soir à plus de 30 points. L'impact défensif, il est vraiment bon. Et même offensivement, à la passe, j'ai trouvé des bonnes passes. Il est... Parce qu'on dit, on l'a pas dit, mais c'est le coup, tu as raison, il est très bon dans la passe, dans les lectures, parce que comme sur le match 4, ça a bien marché, mais sur la fin, donc les Suns ne sont pas pu gagner. Mais venir doubler Giannis, c'était encore une fois la tactique défensive des Suns. Ils l'ont beaucoup fait. Et cette fois-ci, Giannis les a encore plus sanctionnés qu'il les a sanctionnés le match d'avant. Il a été fort là-dessus. Complètement. Il suffit que tu aies Connaughton qui mette dedans, Portis qui mette dedans. Enfin, les role-players des Bucks à 3 points ce soir, ils ont été vraiment bons. Bien meilleurs que ceux des Suns. Alors que normalement, le supporting cast de role-player, de shooter des Suns, il a été vraiment mis en avant. Et c'est un peu ce qui se fait de mieux quand tu as la triplette Bridges, Crowder, Johnson aux ailes. Si tu veux des mecs qui mettent dedans un peu à côté de tes stars, il n'y aura pas mieux. Sauf qu'en fait, Connaughton et d'autres sont au moins à leur niveau sur pas mal de ces finales. Connaughton, travail défensif. Alors, il met 40 points, Devin Booker. Connaughton, travail défensif exceptionnel sur Devin Booker. Et Bobby Portis aussi a été très bon. Je voudrais qu'on revienne du coup sur le deuxième quart-temps, donc archi dominé par les Bucks. Le troisième quart-temps est aussi archi dominé par les Bucks. Et on voit les Suns tomber dans un espèce de hero ball, notamment avec Devin Booker. C'est une balle à Devin Booker. Complètement. Et il ne se passe plus rien d'autre. Et c'est la première fois de ces finales, voire de ces playoffs, où on voit les Suns, où on a toujours dit cette équipe-là, elle joue mieux au basket que les Bucks. Là, on a vu une attaque, c'est 1-4, les autres ligne de fond, et c'est Booker qui a fait tout, qui est tombé dans un hero ball avec plus ou moins de réussite. Et là, on a cru que les Suns allaient exploser. En réalité, je pense que les Bucks, ils sont OK pour que Booker leur en foute 45 et en prenant beaucoup de tirs compliqués.
En vrai, ils se disent, bah ok, il va pas pouvoir faire ça sur plein de cartons à répétition. On a trop vu malheureusement Chris Paul qui se pose dans un coin. Alors faudra peut-être. Est-ce que Chris Paul est à 100%? Je sais pas, mais en tout cas, il se pose dans des corners à 3 points. Tu n'as pas Chris Paul sur le terrain pour faire ça. On a été surpris de voir Chris Paul on va dire le mot, se planquer par moment. Dites-nous dans le chat, vous, ce que vous avez pensé du match de Chris Paul. C'est juste après, on va en parler. On va refaire une grosse partie sur l'ensemble du match de Chris Paul. Parce qu'on va le voir, ses stats sont plutôt corrects. Mais sur l'aspect général du match, on est... Je sais pas, j'arrive, tu vois, là, un peu à chaud au sortir du match. J'arrive pas encore à me faire J'arrive pas à savoir s'il a été bon ou s'il a pas fait ce qu'il fallait. Complètement pareil. Et tu sais pas s'il se planque parce qu'en gros, Booker a la main chaude et donc il veut laisser des tirs à Devin Booker. Mais en même temps, t'as Chris Paul, voilà. En fait, ses stats sont très bonnes. Enfin, 9 sur 16 en 21, il fait un double-double, il perd 1 ou 2 ballons, je pense. Donc la ligne de stats est excellente. Il n'y a pas à dire. Mais en fait, l'impression visuelle, elle est qu'en fait, à des moments clés ou à des moments où ça commence à être la panique côté Suns dans le troisième quart, t'as raison, à un moment ils sont à moins 12, donc ils sont vraiment, quand t'es à moins 12 dans le troisième quart alors que t'es quasiment à égalité à la mi-temps et que tu mets plus 16 dans le premier quart-temps, c'est que t'es pas bien, c'est que t'es sur une pente descendante. Et normalement c'est à ce moment-là où t'attends Chris Paul, ils disent attends, donne-moi la balle, on va faire du pick and roll haut avec Ayton, je vais aller sur mon mid-range, je vais ralentir un peu le rythme, comme ça va permettre aux Suns, aux Bucks de pas pouvoir courir si on prend des mauvais tirs. En fait, un mauvais tir en playoff, c'est aussi la possibilité à l'équipe en face de courir. Et les Suns veulent totalement éviter ça face aux Bucks. Et en fait, il n'a pas su vraiment poser sa main sur le match en fait, quand il fallait un peu calmer, j'ai l'impression. Et à la fin, il a réussi un peu à se remettre dedans, mais c'était pas Chris Paul comme on le connaît en fait. C'est cette image pour moi qui caractérise un petit peu son match. C'est quand, tu sais, pendant longtemps, les Bucks courent après le score, moins 12, moins 10, moins 8, moins 10, moins 12, moins 10, moins... Tu vois. Il y a cette passe, à un moment-là, ils sont à moins 10, ils peuvent passer sous la barre des 10 points, et il fait cette passe à Cam Johnson, catastrophique. Alors, c'est pas compter perte de balle pour lui, mais Cam Johnson, il est tellement galère que c'est Cam Johnson qui perd la balle. C'est pas du Chris Paul, ça. Non. Et en fait, je me demande vraiment si on se rend compte du défi physique que lui impose Jrue Holiday. Non. Vraiment, est-ce que finalement on n'est pas en train de passer à côté de ça, nous les observateurs, de se dire non mais en fait, le combat physique qui est en train de lui imposer Jrue Holiday depuis 4 matchs, je parle pas que des deux, depuis 4 matchs, beaucoup disent il a 36 ans, il est fatigué, je peux entendre, pour moi il fait plus des choses de mec qui bégaye que de mec fatigué. Mais je peux pas empêcher de dire que ça fait 4 matchs qu'il a un mutant défensif sur la poire et que peut-être qu'à un moment donné, il est en train de craquer et le travail défensif de Jrue Holiday est en train de payer. Il est usant, ça l'use complètement. En fait, c'est tour après tour. Hein. Les Bucks, ils ont étouffé une espèce de... Leur défense, elle n'est pas vraiment, je trouve, extrêmement forte ou extrêmement... C'est une espèce de boa constrictor, en fait. C'est ce qu'ils ont fait contre les Nets. Alors oui, ils gagnent parce qu'il y a des blessés et tout ça. C'est ce qu'ils ont fait contre les Hawks. Alors oui, ils gagnent parce qu'il y a des blessés, mais en réalité, sur les derniers matchs, ils sont beaucoup plus physiques, athlétiques et ils les tuent. Et là, oui, bien sûr, Chris Paul, c'est un joueur qui a été drafté il y a plus de 15 ans, donc oui, c'est sûr qu'il est plus dans sa première jeunesse. C'est sûr il a des petits pépins physiques, mais en même temps, Jrue Holiday, c'est un first team all defense sur les postes de guard. Il y a peu de joueurs qui font mieux que lui en 1 contre 1, en aide, en intelligence, en capacité à pouvoir prendre tout terrain un joueur, à l'user, sur tout terrain, sur passer entre les écrans, naviguer, avec en plus DeAndre Ayton qui n'est pas le meilleur poseur d'écran du monde, donc qui permet pas en fait de créer vraiment un espace. Holiday, c'est un mec, il prenait Kevin Durant en 1 contre 1 avec les Pélicans contre les Warriors. Donc si Ayton lui met pas un gros écran, il va naviguer tranquillement. Hein. Justement, tu parles de DeAndre Ayton et je vois qu'on en parle dans le chat. On dit DeAndre Ayton dans des termes un peu plus vulgaires, mais dit il s'est un peu échappé. Et moi, c'est vrai que je regardais le match, je l'ai trouvé soft par moment. Il est retombé dans ses travers, notamment en première mi-temps, quand je le vois sur le rebond offensif de Bobby Portis. Tu vois, il s'échappe. Il revient dans ses travers quand il était un peu plus jeune. À un moment donné, pareil, il va faire un step-out, il revient en trottinant, Cam Johnson ne sait pas. Boum, ça fait passe pour Lopez, dunk. Il est retombé là-dedans, mais avec du recul, 20 points. 10 rebonds, 2 blocs, c'est le seul pivot. Faut le répéter, il faut le dire à chaque émission, à chaque débrief. Il n'y a pas de rotation, la blessure de Saric est terrible. Il joue, c'est lui qui a le plus gros temps de jeu. 45 minutes pour un pivot à ce niveau-là d'intensité. C'est l'envoyer quand même au charbon. Alors, Monty Williams n'a peut-être pas le choix. Tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. Ouais.
il lui met 45 minutes dans la poire. Il défend sur Yanis. Pas trop mal. Ouais. Non, c'est pas quand trop même, mal. pour un jeune joueur comme ça, c'est... Alors oui, des fois, on aimerait qu'il mette un peu plus de bois, un peu plus de coups, mais en fait, il se gère aussi, parce que quand tu sais que tu n'as pas de rotation, que tu dois jouer 45 minutes, eh ben, en fait, tu te rends... En plus, on voit le deuxième quart-temps, quand il n'est pas là, les Suns prennent un éclat terrible, donc Monty Williams le remet plus tôt que prévu. Et finalement, lui, il est obligé de se gérer. Donc, c'est peut-être pour ça que par moment, on a cette impression où il se bagarre moins que par le passé, mais parce qu'il peut moins se reposer aussi. Il n'est pas sorti de la deuxième mi-temps. Il n'est pas sorti de la deuxième mi-temps. Pour un pivot en NBA, c'est impressionnant. C'est le poste qui a les temps de jeu les plus faibles en moyenne. Hein. C'est vraiment hyper impressionnant. En fait, pour moi, c'est signe, et c'est un truc un peu plus global. En fait, c'est signe parce que c'est signe que Phoenix, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à être en finale NBA. Ils ne s'attendaient pas à faire ce run aussi longtemps. Ils n'avaient pas prévu l'éventualité, l'importance peut-être du pivot backup. Alors oui, on va me dire Saric se blesse, et c'est vrai que ça change tout. Mais en fait, les équipes comme les Clippers, des équipes qui jouent tout le titre, elles ont des effectifs blindés, elles vont chercher des vétérans qui peuvent aider. Et en fait, là, c'est le signe plutôt d'une équipe qui peut-être s'attendait peut-être pas à être si forte que ça, à devoir avoir un pivot backup capable sur 10 minutes d'être super bon tout de suite. Et ça, c'est aussi gage, et c'est bravo à Phoenix d'être aussi loin dans ces playoffs-là avec un effectif où personne les avait en finale NBA avant le début de saison, je pense, on peut tous le dire. Ils n'avaient peut-être pas prévu d'avoir ce pivot backup, d'aller chercher ce pivot backup à la deadline qui pouvait, si en cas de blessure de Saric ou en cas de performance non folle de Saric, de pouvoir mettre derrière Ayton. Parce que tu peux pas avoir ton pivot qui joue 45 minutes, c'est pas possible en fait. Donc ils n'ont pas ce mec derrière. C'est qui? C'est Kaminsky ou c'est Damian Jones qu'ils ont drafté 10e à la draft l'an passé? Il peut pas jouer. Au final NBA, c'est pas possible. C'est pas pour lui. Voilà. Et puis surtout, on voit bien que ça soit quand il est en foul trouble, et j'embrasse Nico Bermond pour ça, quand il a des problèmes de faute, ou quand il doit aller souffler un petit peu, quand la vie sans DeAndre Ayton, pour les Suns, elle est compliquée, voire impossible. On a l'impression qu'au plus les finales avancent, au plus DeAndre Ayton ne peut pas sortir du terrain. Le seul moment où ça s'est bien passé, c'est quand ils ont joué à Chris Paul, Booker et tous les trois shooters. C'est dans le troisième quart-temps du match 3 de mémoire. Et ça marchait parce que Crowder et Johnson ont tout mis à 3 points. En fait, le fait d'enlever DeAndre Ayton, si tu veux survivre sur le parquet, tu dois avoir une adresse folle. Parce qu'en fait, tu dois compenser le fait de te faire potentiellement détruire proche du panier en mettant beaucoup de paniers à 3 points et beaucoup de paniers extérieurs. C'est la seule manière. Mais l'adresse, c'est un truc qui est variable, c'est sinusoïdal. Mot que je cale à 6h du matin. Bravo, on tente. Mais voilà, et donc, comme tu l'as dit, début du deuxième quart-temps, il n'y a pas Ayton. Torrey Craig, Jay Crowder, Bridges ne mettent pas dedans. Ils se prennent un éclat. Jay Crowder fait une super entame, ça dure 6 minutes. Après, voilà, premier quart-temps. Il disparaît complètement. Il met plus un panier. Et ça, honnêtement, j'ai l'impression que les Suns ne peuvent pas se permettre des trous d'air comme ça. Crowder fait une super entame, il fait un début de deuxième quart-temps. Kata, et après il est transparent. Bridges est très bon dans le quatrième, mais moins avant. Il met moins de paniers avant. Cam Johnson met des tirs par intermittence, mais finalement dans le jeu, on le voit beaucoup moins que ce qu'on a vu par le passé. Michael Bridges un petit peu aussi. Cam Payne n'est pas joueur qui... Cam Payne a mis des 20 points par match dans les playoffs et il apporte pas trop ça dans ces finales NBA. Un mec que tu peux mettre tout de suite et qui peut te mettre des points. Ce soir, à mon avis, il arrive quand même à faire un petit peu souffler, Booker quand il est sur le terrain et quand Chris Paul est sur le côté, il arrive à mettre quelques séquences sur des paniers. C'est vrai que ça reste peu sur la totalité du match. Du coup, on se dit que ces Suns-là sont dominés par des Bucks qui jouent beaucoup mieux, avec un trio qui régale. Et pourtant, les Bucks, les Suns restent à portée de fusil grâce, et là je veux qu'on parle de lui, grâce à un Devin Booker qui met encore une fois 40 points. Ça fait 2 matchs d'affilée en finale NBA où tu mets 40. Il a été dans l'excès par moment, il a été obligé d'être dans cet excès. On est d'accord avec ça? Ouais, il a été. Il a dû. On a senti qu'à un moment donné, avant que Chris Paul s'y mette en fin de match, on a senti que c'était à lui. 33 tirs, c'est un gros volume, mais 17 sur 33. Mais il a été obligé de faire ce hero ball, de prendre ses responsabilités parce qu'on a senti qu'il n'y avait pas grand monde autour pour pouvoir prendre ce relais-là. Ouais. Dans le troisième quart-temps notamment. Je trouve que dans le troisième quart-temps, il a beaucoup forcé. Il a forcé ce mid-range en fait. De toute façon, le mid-range, c'est son pain avec Devin Booker. C'est ce qu'il fait. Il le fait Jordan, super bien. Kobe, Kawhi, Kevin Durant. Ouais, c'est le truc de superstar. Mais gros, moi, le mid-range, ça fait gagner des titres. Middleton sur ses finales. Le mid-range, c'est le truc le plus dur à défendre. Mais c'est un truc qui est pour les superstars. Parce que c'est super dur d'aller dans son spot, de répéter panier après panier, ce genre d'action. Booker, je pense que, comme tu as dit, il ne faut pas banaliser. Il a mis 40 points
dans 2 matchs de suite. Alors, c'est 2 défaites. Les gens vont dire oui, c'est 2 défaites. Mais en réalité, si Booker ne met pas 40 dans ces 2 matchs-là, il n'y a pas un écart aussi faible. En plus, il est en réaction parce que son match 3 est cataclysmique. Il réagit, puis il est facile. Enfin, il est super facile. Enfin, il est impressionnant. Ils s'y mettent sur lui quand même. Hein. C'est pas des 40 à la Corey Brewer qui court en contre-attaque et qui met des dunks. C'est pas Mowil de saison régulière. Il met des museaux, mon ami. Tout le match, il met des museaux. C'est terrible. Hein. Puis il est dans le drive aussi. Dans le drive, main gauche, main droite, il finit comme il veut. Non, faut vraiment pas banaliser ce qu'il fait. C'est dans 2 défaites, oui, mais c'est 40 points en finale NBA dans des matchs serrés. Donc, s'il est moins bon dans ces matchs-là, les matchs sont pas serrés. Il a été clutch. Il n'empêche que sur la fin du match, les vrais mecs clutch, ils sont côté Bucks. On a parlé donc de Holiday avec cette interception et cette passe pour le loop de Giannis. La fin de match de Giannis, même si c'est lancé, on va en reparler tout à l'heure, mais Giannis est très fort pour provoquer des fautes, pour être agressif sur DeAndre Ayton. Il tire la langue, il va le jouer, il va mettre des N1. Et puis Middleton, encore une fois, comme Polo dirait, il est au plus que parfait dans cette fin. Il met des énormes tirs où on voit les Suns faire 29 points ce soir, 5 passes, 3 sur 8 à 3 points, 12 sur 23, beau volume de tirs. Mais encore une fois, dans les moments chauds, il ne se cache pas et il fait mal, très très mal, encore une fois, à ses Suns en fin de match. Les playoffs de Middleton en général, dans le clutch, dans les moments clés, c'est-à-dire fin de série contre les Nets, fin de série contre les Hawks, et là, les 2 derniers matchs contre Phoenix, il est incroyable. Je pense que c'est un des joueurs, et c'est hyper impressionnant parce qu'il arrive à mettre autant de points. C'est un joueur qui vit sur les tirs les plus durs de la ligue. Il prend que des tirs durs. Pourquoi ? Parce que Middleton, c'est pas un énorme athlète en fait. Il crée pas beaucoup de séparation. Dès qu'il tire, il y a la main dans le visage et tout. Mais c'est juste un shooter incroyable. Il profite beaucoup de sa taille aussi. Oui, c'est vrai. Ça, on l'a vu, on se l'est dit pendant le match. C'est vrai que tu as raison. C'est pas un grand dribbleur qui met des écarts. Non. Par contre, il se donne le peu d'espace qu'il se donne. Ouais. Il a souvent après l'avantage, comme il joue deuxième arrière la plupart du temps aussi. Il a des mecs plus petits sur lui et hop, il est plus grand. Il sait parfaitement profiter de sa taille. C'est une vraie technique, ça aussi. Comme il joue avec Tucker, Giannis et peut-être Portis ou Lopez, c'est vrai que le défenseur adverse souvent est peut-être plus petit. On l'a vu pas mal de fois amener Chris Paul. Alors Chris Paul défend super bien, mais il a juste à s'élever sur lui. Quoi. Mais ouais, en fait, il vit sur des tirs difficiles, mais donc ça peut varier. Il peut avoir des matchs un peu sans, hein. Mais là, en fait, sur la campagne de play-off, tout en vivant sur des tirs très difficiles, il fait des perfs monumentales. Et en plus, il a fait ça alors que j'ai bien aimé l'ajustement de Phoenix d'arrêter de passer derrière l'écran. Parce qu'en fait, dans le match 4, ce qui se passe sur la fin de match, c'est que c'est criminel. Hein. C'est qu'en fait, il y a l'écran et ils passent en dessous parce qu'ils ont. Ce qui est hyper étrange, parce que moi, que Middleton drive, ça me dérange pas. C'est pas un énorme athlète. Je pense pas qu'il va me battre de fou pour aller au cercle. Moi, je veux pas. Ils avaient fait ça, ils étaient passés en dessous, ils les avaient sanctionnés. Là, en fait, c'est même pas ça. Il y a un pick and roll super lent. Il y a 2-3 fois Lopez vient mettre le pick et en fait, il est en 1 contre 1. Dribble, cross et il met panier. Le N1 là qui met à 45 degrés, il est impressionnant. Terrible, sur Jay Crowder. Jay Crowder, celui-là fait énormément. Tu parles d'ajustement. On a vu les ajustements côté Monty Williams en début de match sur ces pick and roll, la pression sur Middleton avec Michael Bridges pour passer au-dessus. On a vu sur ce premier quart-temps donc une défense collective. On a vu des rotations aussi chez les Suns très tôt dans le match. Moi, je me suis dit les mecs sont prêts. On a vu que petit à petit. De nouveau, le rouleau compresseur Bucks, c'est ce qu'on se disait avec Polo pendant ce match-là. On a toujours l'impression qu'au fil du match, au plus les matchs avancent, là, au plus les matchs se ressemblent pour les Suns et les Bucks, c'est que les Bucks roulent sur les Suns par leur physique. Je voudrais qu'on parle des coachs. J'ai l'impression que sur ce match-là, la réponse au small ball des Bucks de jouer grand de Budenholzer a fait que ce soir, Budenholzer a un peu outcoaché Monty Williams. C'est bizarre à dire, parce que ça n'a pas été le cas, beaucoup, mais ce soir... Un peu de crédit quand même à Bud. Bud, déjà du crédit, parce qu'il a arrêté de mettre des joueurs sur le terrain qui ne doivent pas être sur le terrain. Ce qui est bon pour un coach. Ce qui est bon pour un coach, Jeff Teague, Bryn Forbes ne doivent pas voir le terrain. Alors Jeff Teague a vu le terrain au début, et peut-être un peu après, je ne me rappelle plus, je crois l'avoir vu. Et après, il l'a plus vu. Donc ça, c'est un ajustement de coach qu'il ne faisait pas avant. Pareil, de faire jouer beaucoup plus Giannis. Giannis joue les 12 premières minutes du premier quart-temps. Souvent, Giannis, il sortait. Dans le premier quart-temps, il revenait un peu, il y avait un management des rotations. Là, en fait, il a mis ses 3 stars, sa superstar et ses 2 lieutenants, il les a fait jouer, il les a mis ensemble. Surtout, il les a fait jouer ensemble, ce qui est hyper important. Et du côté de Monty Williams... Attends, juste pour revenir sur Bud, il y a beaucoup dans le chat qui nous disent qu'ils aiment bien la gestion de Brook Lopez, son utilisation. C'est-à-dire qu'il le met, mais il ne le met pas trop. Et quand il le met...
C'est souvent positif. Ouais, bah là, il l'a mis donc au début, c'était un peu compliqué. Il l'a remis au début du deuxième, quand il n'y avait pas DeAndre Ayton. Donc en fait, physiquement, il a dominé parce que on peut me dire ce qu'on veut, il n'y a plus trop de post-up sur Brook Lopez, c'est plus le joueur qu'il était à Brooklyn. Et si tu donnes la balle à Brook Lopez post-bas contre Torrey Craig, oui, ça devrait aller. Ouais. Ça devrait aller. Donc ça s'est bien passé. Mais en même temps, il peut se permettre ça parce qu'en réalité, Tucker, Connaughton sont tellement bons que tu peux les faire jouer. Donc t'as pas besoin de faire jouer tout le temps Brook Lopez. Tu peux faire le 5 avec tes trois stars. Tucker et Connaughton, ça te permet de switcher en défense, ça te permet d'être super polyvalent là-dessus. Et si Tucker et Connaughton mettent dedans dans les coins, ça va en vrai. C'est ce qui a été le cas ce soir. Ce qui a été le cas. Et puis quand tu joues sans Lopez, tu fous Yannick en 5 qui est un 5 Exactement. hybride et il cause énormément de soucis. Complètement. Donc là-dessus... et puis comme Ayton n'est pas une méga menace offensive, ça peut aussi bien se passer. Ça a bien marché ce soir. J'aimerais, les gars, en régie, qu'on aille sur les tops et les flops donc, de la soirée. Les gars, on est 630 en live. Il est 6h12 du matin. On est samedi soir. Vous êtes des machines de guerre. Merci d'être là avec nous. C'est pour ça qu'on fait ce genre de truc. Vous nous régalez. 6h12, on va aller voir les tops et les flops. On va commencer par les tops. Et on a mis donc Giannis Antetokounmpo, évidemment, qui a fait un match, encore une fois, énorme, qui a laissé le jeu venir à lui, qu'a laissé ses lieutenants, et ils sont aussi en top, on peut le voir là. C'est la première fois qu'on voit ces trois-là, et on a voulu rajouter ces finales NBA que beaucoup ont décrié en disant « Ouais, Bucks, Suns, c'est pas spécialement excitant, il n'y a pas LeBron, il n'y a pas Durant, il n'y a pas Blabli ». Mais on vit des super finales NBA, on découvre un Booker superstar, on découvre un Giannis et des Bucks finalement qui se rapprochent de plus en plus d'un titre, on découvre un Jrue Holiday en finale NBA qui fait des choses incroyables, on découvre un Middleton froid comme une lame. On s'éclate pendant ces finales NBA. Complètement, c'est que des bons joueurs. On savait tous que c'était des bons joueurs. Les trois des Bucks. Devin Booker, on sait que c'est une future grosse star de la ligue. C'est un fort attaquant. C'est pas parce qu'il gagnait pas avant que c'était pas un mec qui pouvait faire gagner son équipe. Il joue juste avec des mauvais joueurs. Chris Paul, c'est une légende. Le voir en finale, c'est top, même si il est pas sous son mauvais. C'est un peu c'est complètement les montagnes russes pour Chris Paul, parce qu'après les deux premiers matchs, c'est le favori pour être MVP des finales. Maintenant, c'est plutôt le favori, même si les Suns gagnent, ce qui est pas sûr. Non, mais si les Suns viennent à l'emporter, on finira avec ça. Parlera, ouais. Pour moi, c'est Devin Booker, mais on n'en est pas. Mais ouais, comme tu l'as dit, voilà, franchement, ça joue dur. Il y a du money time, ça joue bien. En fait, moi, gros marché, petit marché, ça m'intéresse pas. Je veux de la qualité de basket et des forts joueurs. Et Giannis est une superstar de la ligue, donc c'est toujours intéressant d'avoir une superstar en finale. Chris Paul est une légende, un futur Hall of Famer qui cherche sa bague. Et puis à côté, tu as Devin Booker qui aussi veut montrer qu'il est très haut dans la hiérarchie des meilleurs joueurs NBA. Et il le montre plutôt pas mal. Donc voilà pour nos tops, rajouter des choses. Je pourrais même rajouter Pat Connaughton pour l'ensemble de son œuvre, qui réussit des finales incroyables. En sortie de banc, il est chaque fois précieux. Role player parfait. Fort en défense sur Booker. Alors oui, mais 40. Mais il lui rend la vie difficile. Mais qu'à un moment donné, il a un passage un peu compliqué, Booker, quand il force. C'est Connaughton qui est sur lui, et puis il a toujours cette fiabilité dans les corners. Tu disais que c'est un mec qui a été drafté au baseball et qui était pitcher, et donc c'est un mec qui a une adresse naturelle, parce que pour être pitcher, vaut mieux être à droite. Très très fort surtout. Mais c'est un athlète incroyable. On l'a vu dans les slams de et tout. C'est un vrai athlète. C'est un il y a tout le temps, dans toutes les équipes qui gagnent les titres NBA, tu dois avoir ces role players là. Toutes les équipes, elles en ont eu. Et en fait, c'est des mecs qui peuvent jouer 30 minutes. Qui n'ont pas besoin du ballon. Ils peuvent vivre sans ballon. Après, c'est pas un grand dreamer, vaut mieux qu'il ne l'ait pas. Complètement. Quand il l'a, c'est pour envoyer. Exactement. Sinon... Mais. Et rebond offensif, très relou, chiant. Tout le temps, cette agressivité, tout le temps au rebond offensif, il provoque des fautes, il redonne des possessions. Voilà. Là-dessus aussi, on n'en parle pas assez, mais l'agressivité de PJ Tucker et de Connaughton quand ils attaquent la ligne de fond sur le rebond offensif, c'est un vrai casse-tête pour nos amis des Suns. On va aller sur les flops. On aime bien toujours aussi tailler, c'est là où on a pas mal de choses à dire. Et là, vous allez nous dire dans le chat si vous êtes d'accord avec nous. Je sais qu'il y en a qui veulent mettre Chris Paul dans les flops, et honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. On a mis Monty Williams. On a mis Monty Williams parce qu'il a été outcoaché par Budenholzer. Son choix de pas avoir de plan B derrière Eaton, est-ce que c'est un truc qu'on peut lui reprocher? Est-ce que c'est dur de le mettre dans les flops? C'est dur. Parce que, alors qu'est-ce que tu fais? Il a tenté le 5 petit en gros. Il a tenté Kaminsky au match 3, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il peut vraiment faire? En réalité, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Moi, j'aimerais juste, en fait, qu'il fasse moins de minutes
sans Booker et Ayton ensemble. C'est ce qui s'est passé au début du deuxième quart-temps. Ça a été cataclysmique parce qu'en fait, les Suns ont vraiment extrêmement besoin de l'attaque de Devin Booker, mais juste mettre Chris Paul, qui malgré qu'il est super fort, peut pas vraiment trop se créer en 1 contre 1 ce qu'il veut, et les 4 shooters à côté, et ben ça devient une attaque extrêmement prévisible. Tu peux close out super fort sur les gars et ça peut bien se passer. Si tu mets Booker, au moins tu auras de l'adresse en 1 contre 1, tu auras du jeu en 1 contre 1. Je prends pas mal le chat. Le chat n'est pas tout à fait d'accord. Nous trouver un peu sévère, voire très sévère avec Monty Williams. Tom, est-ce que tu peux changer les flops et mettre CP3 pour la coalition qui est en train de se faire dans le chat? Ils veulent du CP3. Justement, moi, je te dis, je l'ai trouvé. C'est lui, quelque part, quand Booker a un petit trou, c'est lui qui, quelque part, il se tire à 3 points, cette espèce de tir qui met aussi à mi-distance sur un pick and roll sur la tête de Giannis. C'est lui, quelque part, qui les remet un petit peu dedans. Maintenant, une fois de plus, moi, même si ses stats sont correctes, j'attends de Chris Paul qu'il pèse plus sur le match. Et à un moment donné, quand ils explosent, quand ils sont à moins 16, les Suns, je le trouve, il n'est pas là, Chris Paul. Ouais, et pire, quand il n'y a pas Booker et Ayton, les Suns, dans le début du deuxième quart-temps, c'est Chris Paul le seul patron, et c'est un bordel sans nom. Ouais, ça fonctionne pas. C'est pas que de sa faute, parce que il peut pas non plus mettre les tirs qu'il crée pour les autres. Alors lui, il crée le décalage, il fait la passe, si le mec met pas dedans, c'est pas que de sa faute. Mais comme tu l'as dit et comme je dit tout à l'heure, c'est quand c'était vraiment la panique et SOS, il a pas su calmer. Ce qu'ils ont fait super bien durant tous ces playoffs, Chris Paul et les Suns, c'est une équipe qui jouait les plus lentement, qui savait poser le jeu, aller sur du mid-range quand il fallait, poser surtout face à par exemple contre les Clippers, quand les Clippers voulaient courir, tirer, lui savait calmer le jeu. Et là, il n'a pas su le faire en fait. C'est juste ça qui est surprenant. Oui, il fait un bon match en adresse, oui, il fait des bonnes passes, mais à des moments clés du match, à des moments où il peut faire revenir son équipe et éviter les écarts, il n'a pas su être là. Moi, ce qui me surprend, c'est que sur ces points forts, très très forts, ce qui fait de lui, qu'on l'appelle point god, il faillit. C'est ça, moi, qui me choque le plus. C'est que sur ses qualités premières, ce qui fait que Chris Paul est un meneur référencé et Chris Paul, eh ben là-dessus, il n'est pas bon. Et moi, c'est ça où j'ai énormément de mal. On enchaîne avec un autre flop, c'est le supporting cast qui, mine de rien, depuis 2 matchs, passe un peu au travers. Michael Bridges, ce soir, fait une bonne entame défensive, met un 3 points, met quelques paniers, mais c'est des petits coups par-ci par-là. Cam Johnson, c'est pareil, il met 2-3 points, mais c'est des mecs qu'on ne voit plus qu'on ne voit que sur un tir de temps en temps. Il n'y a plus de séquences intéressantes. Crowder, c'est pareil. Ayton, on l'a expliqué, il joue 45 minutes. On a un peu plus de mal à lui tomber dessus parce que le pauvre, il tire la langue, il est cramé. Ouais. Il n'empêche qu'il y a, au-delà de Booker et Chris Paul, il y a plus grand monde qui arrive à avoir des séquences de 3-4 minutes, même Cameron Payne. C'est trop court comme séquence et pour l'instant, il a fait 2 matchs. Et surtout sur ce match-là, que le supporting cast des Suns est en train de craquer. Et c'est une des petites limites de la construction de cet effectif de Phoenix. Il n'y a pas de scoreur micron. Il n'y a pas de gars qui peut créer son tir à part Chris Paul et Booker dans cette équipe. Cameron Payne un peu. Mais il n'y a pas de gars qui... C'est toujours utile. Alors oui, ça peut se faire cibler, mais c'est toujours utile d'avoir un mec qui peut créer son tir, à qui tu peux donner la balle sur 4 ou 5 minutes, qui peut te générer de l'attaque. Après, justement, vu que tu as des mecs qui ne sont pas des créateurs, quand Chris Paul, pendant 2 quarts-temps et demi, 3 quarts-temps presque, n'a pas la main mise sur le match, c'est normal que ça marche pas. Et que Devin Booker tombe dans du hero ball parce qu'il se dit, mais attends, en fait, c'est le bordel. Est-ce que c'est les principaux mecs qui vont morfler de jouer comme ça, c'est eux. Complètement, ils ont moins de tickets shoot, ils sont moins mis dans des bonnes dispositions pour tirer. C'est surtout des tireurs à 3 points, des catch and shooters. Est-ce qu'on n'en revient pas du coup à Monty Williams? Est-ce que tu peux remettre Monty Williams dans les flops, s'il te plaît, Tom? Est-ce qu'on n'en revient pas du coup aussi sur peut-être à la construction de mettre des fois des 5 pas trop compatibles? C'est pour ça que moi j'ai senti, sur ce match-là, c'est sévère peut-être pour Monty Williams, mais il n'a pas fait de dinguerie. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il s'est cherché tout le match. Il a cherché la bonne formule tout le match. Mais en réalité, je pense qu'il coach aussi avec un effectif, comme je disais, qui est peut-être pas... C'était pas pensé d'être là. Ils n'ont pas investi peut-être sur le 3e pivot backup qui pouvait jouer si jamais il arrive un truc à Saric et pour suppléer Ayton. Et ils n'ont pas ce 3e gars qui peut créer son tir. Ils l'ont pas. Ils n'ont pas ce gars qui peut créer ce tir et qui peut créer son tir. C'est une des équipes qui génère le plus de tirs, de bons tirs. C'est des belles actions souvent, parce qu'en fait, il n'y a que 2 gars qui sont là pour créer leurs tirs, c'est Chris Paul et Devin Booker. Si tu as Chris Paul qui est un peu peut-être limité physiquement, fatigué, avec Holiday qui l'emmerde un peu, et que Booker n'est pas sur le terrain, il n'y a pas d'autres gars qui peuvent amener de l'attaque, générer de l'attaque rapidement. Et c'est une des petites limites, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils
c'est un des points améliorés dans cet effectif des Suns pour l'intersaison, complètement. On verra. Bon, leur saison, elle n'est pas finie encore. Hein. Ils sont menés 3-2. Le prochain match, c'est mardi soir. Et ça sera donc, on sera encore là à 6h du matin. Ça sera mardi soir à Milwaukee. On repart dans le Wisconsin. Et ensuite, le dernier flop, même s'il fait un super match, c'est les lancers francs d'Giannis qui, on peut me dire ce qu'on veut, c'est ce pourcentage dégueulasse au lancer franc et ces 0 sur 2 importants dans le Money Time qui auraient pu offrir... qui ont offert une balle de match aux Suns. Alors ils en ont fait un caca boudin, mais en tout cas, à un moment donné, Devin Booker, il a une balle dans les mains à -1 et il peut donner la victoire, en tout cas faire passer les Suns devant à 10-15 secondes de la fin, parce que Giannis, il fait 4 sur 11 au lancer. C'est problématique. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur ça? En fait, il met pas ses lancers, quoi. Il met pas ses lancers. Après, oui, il est tellement fort dans tout le reste que... Et il gagne le match, donc on n'en parlera pas. Tu vois, là, on nous dit Booker, il a pris 40% des tirs de l'équipe. Faudrait pas non plus s'étonner si le supporting cast n'est pas trop visible. Et c'est ce qu'on dit. C'est que quelque part, quand tu es dans du Hero Ball, souvenez-vous, quand Kobe le faisait, quand Jordan le faisait, effectivement, quand tu rentres dans du Hero Ball et que tu as un énorme volume de tirs comme ça, eh ben forcément, au bout d'un moment, il n'y a plus à manger pour tout le monde. Ça, mais aussi, c'est l'œuf ou la poule. Alors pourquoi Booker fait du Hero Ball? Parce qu'à côté, personne ne peut vraiment créer son tir. Et donc, si tu es bien défendu et il est obligé de le faire, ou alors est-ce que c'est les autres qui sont pas en rythme parce que Booker fait du Hero Ball? Tu sais que j'en reviens quand même au fait que ce que j'ai vu des Suns pendant tous ces playoffs, c'est qu'il y avait un meneur de jeu, il y avait un mec qui mettait de l'ordre dans la maison. Et là, depuis 2 matchs, ils ont plus ce mec. Tom, est-ce que tu peux me remettre Chris Paul dans les flops, s'il te plaît? Parce qu'en fait, on va revenir sur lui. Moi, quand tu es meneur de jeu avec l'expérience de Chris Paul, si ça joue mal et s'il n'y a plus d'ordre dans la maison, on peut lui tomber. T'en es responsable. Je suis d'accord. T'en es responsable. On est d'accord là-dessus. Merci, bravo, Régis. tu me régales. Si tu finis avec un flop où tu mets en photo, vraiment, t'es mon idole de fou. Je vais te poser une question et je la pose en même temps au chat. Parce que pour la première fois de ces finales, qui est le MVP du match? Moi, j'ai mon idée. Il y a quand même 3 mecs des Bucks qui ont fait un match fantastique avec chacun leur séquence. Le MVP du match? Le MVP du match. Jrue Holiday. Jrue Holiday pour toi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a été présent à tous les moments clés du match. C'est-à-dire que dans la première mi-temps, quand il faut faire revenir Milwaukee, qui sont un petit peu sous l'eau au début du deuxième, il met des gros tirs, il est agressif, il est adroit. Il est aussi bon défensivement dans la fin du deuxième quart-temps et dans tout le troisième quart-temps pour emmerder complètement Chris Paul. Il fait l'action sur Devin Booker. Ça reste quand même une grosse action. Hein. Il vient en aide, il prend le risque, il prend l'information du fait que Devin Booker est un peu dans une vision tunnel, il regarde pas trop. Et il prend le il chipe le ballon et puis il met des gros tirs. Jrue Holiday, il fait des passes décisives, il est dans la création aussi dans pas mal de périodes du deuxième quart-temps. On est évidemment d'accord avec toi dans le chat. Il y a des mecs qui mettent Middleton qui a été très fort, très clutch encore, mais c'est vrai que pour l'ensemble de son œuvre, on a envie de mettre Jrue Holiday. Et moi, il y a un truc que j'adore chez Jrue Holiday, au-delà de ses stats, au-delà de sa défense énorme, au-delà de son match offensif aujourd'hui fantastique. On a vu. Merci la régie. On est en train de travailler quand même. Voilà, tu es bien sympa. C'est que ce mec-là, qui fasse 4 sur 20 au tir ou qui fasse un match énorme comme ce soir. Ouais, masque. Il n'y a rien qui transparaît de ses émotions. Il tape dans les mains des gars. Moi, jouer avec un mec comme ça, c'est aussi par rapport. Et je fais le comparatif à Chris Paul, où on le voit sur le banc. Beaucoup dans le chat te disent que sur le banc, tu sens que Chris Paul, il n'y est pas sur les 2 derniers matchs. Jrue Holiday qui fasse 12 sur 20 au tir, 27 points, 13 passes D, ou qui passe au travers sur le match 1-2, en attaque 1-2-3. Son visage, son attitude, ça reste la même. Et ça, c'est rassurant aussi pour les mecs qui jouent autour. Donc ce soir, je suis d'accord avec toi, on met MVP, Jrue Holiday, même si j'aurais aimé voir ma photo, plutôt qu'on se foute de ma gueule en régie, mais je vais régler mes comptes tout à l'heure. On est d'accord, Jrue, c'est pas Bledsoe. Ah là, il y en a un quelque part, qui est en plus à jouer dans les 2 franchises. Ça, c'est toujours terrible. Hein. C'est comme de Rosanne, quand les Raptors vont en finale avec Kawhi Leonard. Tu te dis, bon, mais en fait, c'est mieux sans moi. Trader pour des stars, ça marche toujours. C'est toujours. Je prends un peu quelques commentaires. Jrue, c'est pas Bledsoe, et pourtant, il met des 3 points clutch. Jrue, super pro dans l'attitude, un guerrier Holiday. Ouais, tête baissée sur le banc, si plus tu leadership. Il y a 3 points de suspension, évidemment. Donc voilà, on a vu un match 5. On s'est régalé encore une fois. Les Bucks prennent l'avantage. Ça fait 3 victoires d'affilée. 3 victoires d'affilée pour les Bucks. Ils étaient menés 2-0. Ils étaient menés 2-0. Attention, peut-être à ce sweep-là. Alors, ça ne sera pas considéré comme un sweep, mais si tu en perds 4 de suite, quand même, ça fait pas beau. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le match 6? Est-ce que tu imagines réellement une réaction des Suns?
avant le match, je m'étais dit il y a 2 scénarios possibles si on veut voir Phoenix ou Milwaukee gagner. Je voyais Milwaukee, en fait, non, pour que Phoenix gagne, je les voyais que gagner en 7. Je les voyais pas gagner, je les voyais gagner ce soir, mais je les voyais pas les gagner à Milwaukee. En fait, je me disais que s'ils gagnaient, c'était parce qu'ils ils auraient gagné leurs 4 matchs chez eux, dans une salle chaude. On dit toujours que les role-players jouent mieux à la maison, donc Crowder, Bridges, Johnson qui aurait mis dedans. C'est beaucoup de joueurs qui disent ça, d'ailleurs, que les role-players sont meilleurs à domicile parce qu'ils ont leur routine, ils savent. Je m'imaginais pas qu'ils aillent prendre un match à Milwaukee. S'ils vont pas prendre le match à Milwaukee, c'est fini. Donc, et moi, le sentiment plus en global que j'ai, c'est qu'en fait, même si les Suns avaient gagné le match 2, moi, depuis le match 2, je trouve que Milwaukee est meilleur, en fait. En fait, les Suns, ils gagnent le match 2 parce qu'ils font un barrage à 3 points. Ils mettent 20 paniers à 3 points, mais sur le match, je trouvais que Milwaukee arrivait quand même à faire des choses intéressantes. Alors oui, il y a une adresse folle en face, mais l'adresse folle, ça va, ça vient. Les role-players, ça va, ça vient en termes d'adresse. Donc moi, je trouve qu'en fait, depuis 3 matchs et demi, Milwaukee est meilleur, tout simplement. Et je pensais pas dire ça parce que moi, mon pronostic de base, c'était Phoenix 106. Je pensais que Phoenix était meilleur, allait gagner avec Chris Paul pour calmer le jeu. En fait, Phoenix jouait mieux au basket. Ouais, exactement. Mais on en revient, à tout ce qu'on a dit, la manière dont ils ont battu les Nets, la manière dont ils ont battu Atlanta, c'est que c'est des monstres physiques. Exactement. Et tous les match-ups, même d'ailleurs ce soir ils gagnent quasiment toutes leurs match-ups sauf celle sur Booker, mais même Booker, c'est dur pour lui, même s'il met 40. Et moi je te rejoins, dites-nous dans le chat, moi je pense que ce soir, les Suns, j'ai peur pour eux qu'ils aient perdu le titre. Parce que je vois que Booker, ça fait 2 fois qu'il met 40, 2 défaites, malgré tout. Je vois que DeAndre Ayton ce soir, il est obligé de jouer 45 minutes. Donc, parce qu'il n'y a pas de plan. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plan B. Il joue toute la deuxième mi-temps, ça veut dire. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de plan B. Genre mardi, il va se passer quoi? Il va rejouer 45 minutes. Pas de plan. En tant qu'ils n'ont pas de plan B, alors qu'en face, j'ai l'impression que ça y est. Tout roule. Les 3 ont été bons en même temps. Les rotations Portis, Connaughton, ça marche. J'espère avoir un match 7 parce que c'est toujours fantastique à vivre. Exactement. Mais je suis quand même inquiet sur le retour à Milwaukee quand je vois l'espèce de ça y est, tu vois. Comme on a vu la fin de série face aux Nets, la fin de série face aux Hawks, ils sont en train de leur rouler dessus. Et à l'inverse, je sens des mecs des Suns qui sont en train de payer un peu tous ces efforts pendant les playoffs. Donc moi, je vois Milwaukee finir en 6 à domicile. Ouais, de toute façon, l'équipe à domicile, pour moi, elle a toujours un avantage. Ça reste un avantage de jouer à domicile. On a tous envie d'un match 7, on a tous envie que Chris Paul ou même Booker ressortent un match de légende dans le 6 pour ramener un match 7. La réalité, c'est que, en fait, Giannis, il va mettre 30 points déjà. On banalise un mec qui met 30 points, il va mettre 30 points en pesant des 2 côtés du terrain. Si Holiday et Middleton sont à leur niveau, c'est terminé. C'est que ces joueurs-là sont trop forts. Il y avait une stat à la fin du match, là, c'est le 6e Big 3 de tous les temps à mettre plus de 25 points. Dans les 50 dernières finales, à mettre plus de 25 points dans un match. Incroyable. Ils ont fait soir, c'est historique. Hein. Donc, incroyable. Mais l'histoire, ils l'écrivent, surtout s'ils gagnent un titre, et on aura la réponse mardi à domicile. Est-ce que les Bucks vont remporter leur second titre de leur histoire? Le premier, c'était en 71. 71 ou 70? Tom, tiens, hein? 71 avec Oscar Robertson et Jabbar, donc j'imagine 71 2021, ça fait 50 ans. 50 ans. Damn, ça serait incroyable. Donc mardi soir, on pourrait vivre un moment de l'histoire, mais on imagine que les Suns ne l'entendent pas de cette oreille. Merci d'avoir été avec nous, les gars. Merci Alan, tu nous as encore une fois régalé. Les gens étaient ravis de te voir. Hein. C'est gentil, merci beaucoup. Ils étaient ravis de te voir dans le chat. De toute façon, tu sais très bien que tu fais partie désormais de l'équipe et que tu reviendras la saison prochaine avec grand plaisir. On se verra pour la draft. Hein, d'ailleurs, on fera la draft avec l'équipe. On fera la draft tous ensemble. Merci de nous avoir suivis, les gars. Merci aux gars en régie. Juste avant de finir, allez, Polo, peut-être toi, tu veux trop. Juste avant de finir, regardez ce t-shirt. Watching Final, souvent vous me demandez, quand je mets ces beaux tissus Ben Clark, vous me demandez comment on peut les avoir. Là les gars, j'ai fait un truc pour vous avec Kevin de Ben Clark. On s'est dit tiens, les t-shirts pour les finales, pour tous les vaillants qui sont en direct, qui regardent la finale ou ceux qui regardent le matin sur YouTube, on vous offre 20% de réduction sur l'achat d'un t-shirt comme ça. Il y a un blanc, un beige ou un noir. Vous allez sur le site Ben Clark, vous rentrez le code promo First Team attaché avec 2T, First Team attaché avec 2T, et vous avez moins 20% sur ce t-shirt.
Voilà les amis, ça commence lundi 10h jusqu'à mardi 10h. C'est pour vous, c'est la famille. First Team et Ben Clark qui vous offre 20% sur l'achat d'un t-shirt Watching Finals. On vous embrasse avec ce beau petit cadeau et on se retrouve mardi soir pour peut-être le dernier match de la saison. Ciao ciao l'équipe. Merci Alan, merci l'équipe. Bonne nuit. You at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're